Lors de la deuxième édition du colloque des leaders pédagogiques de la FEHEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, cette vaste question était lancée aux personnes participantes. Au carrefour entre l'école d'hier et celle de demain, où voulons-nous être? Mon nom est Maxime Pelchat et j'ai eu la chance d'entendre les différentes pistes de réponses explorées pendant ces 2 journées de travail et de réflexion. J'ai profité de l'occasion pour reprendre le micro et discuter avec quelques leaders au sujet de certaines initiatives pédagogiques qui sont mises en œuvre dans les écoles du réseau. Des conversations inspirantes avec des personnes inspirées. Bienvenue dans la saison 2 de Leadership partagé, une série d'entrevues balado présentée par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui au micro 2 conseillères pédagogiques du Collège du Rocher Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. Joanie Dubois, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et Cassandra Henry-Brouillette, merci d'être là aussi. Un grand plaisir. Oui, puis là, on est réunis ensemble pour aborder une approche quand même assez large, l'apprentissage personnalisé. Puis, vous avez animé une activité autour de ça dans une journée de formation au colloque des leaders pédagogiques de la FEHEP. Quand vous pensez apprentissage personnalisé, qu'est-ce qui résonne en vous là, de dire comme moi, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à aller plus loin de ce côté-là avec nos élèves? Dans nos classes, on a 36 élèves. C'est sûr que pour maximiser l'apprentissage, pour s'assurer là, que chaque élève puisse aller à son plein potentiel, puis puisse vraiment apprendre, les enseignants doivent faire preuve de flexibilité, doivent laisser les choix aussi. Puis je parle de réussite puis d'apprentissage, mais évidemment, il y a tout l'aspect comme motivation aussi qui est pris en ligne de compte là, pour que les élèves aient le goût d'apprendre. Donc, c'est ça. Dans le fond, les apprentissages personnalisés, ça va vraiment être de suivre l'élève, de s'adapter à l'élève en fonction de ses intérêts, de son niveau. C'est ça. Puis d'où il est rendu dans ses apprentissages là, pour lui donner le maximum de chances possibles finalement. Puis voilà. Ton côté, Joanie? Bien, c'est sûr que l'engagement, ça résonne de mon côté. Puis selon mon expérience comme prof et aussi comme personne qui accompagne des profs, je pense que c'est aussi d'accepter qu'il y a une espèce de flou, qu'il y a une espèce de perte de contrôle dans notre rôle de prof, de savoir où on s'en va, où on veut arriver, tu sais, que notre alignement pédagogique soit clair, qu'il soit pertinent. On sait quel objet d'apprentissage on veut aborder, on sait qu'est-ce qu'on veut évaluer, donc, mais entre les deux, il y a peut-être certains paramètres sur lesquels on n'aura pas de contrôle. Puis ça, c'est, je pense, un des gros défis là, de ça. Mm-hmm. Parce que dans le fond, quand on se lance à creuser l'apprentissage personnalisé pour nos élèves, c'est qu'on y voit... On voit le verre à moitié plein. Là. Dans le fond, on voit qu'il y a vraiment des avantages à aller chercher puis qu'ultimement, on pourrait même remplir le verre encore plus parce que dans les 2 cas, vous avez parlé de motivation. C'est un mot que tu as employé, Cassandra. Joanie, tu as parlé d'engagement. Fait qu'il y a vraiment un avantage qui semble se dégager par défaut de se dire comme la personnalisation des apprentissages, il y a vraiment un plus pour les élèves. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas le choix de s'en aller vers ça avec l'intelligence artificielle, puis on en reparlera probablement tout à l'heure, mais il y a vraiment comme des avantages qui sont considérables à optimiser, puis à suivre les intérêts de l'élève, à personnaliser les apprentissages, à leur permettre d'avoir un parcours qui n'est pas nécessairement linéaire, le même pour chaque élève dans une classe, mais justement qu'un élève pourrait aller un peu plus vite, un autre pourrait aller un peu plus lentement en fonction d'où il est rendu. Donc, je pense que ça peut vraiment être un avantage, effectivement, là, à personnaliser les apprentissages. Oui, puis un des exemples de ça, c'est on a des profs de maths au collège qui ont plusieurs numéros. Si l'élève a compris au premier, on n'est pas obligé de faire les 10 qui sont sensiblement le même. Là, on a une perte d'engagement. Je reviens à l'engagement. Mais s'il a compris au premier, peut-être qu'il est prêt à passer à autre chose. Là, ça va favoriser son engagement d'être dans sa zone proximale de développement. Alors que d'autres, ils ont peut-être besoin de faire encore 2-3 exercices pour bien comprendre, bien assimiler ce qui se passe.
Fait que je vous écoute, puis là, je me dis, donc on peut vraiment voir l'apprentissage personnalisé à différentes échelles, c'est-à-dire vraiment comme à l'échelle d'une tâche, d'une SAE en particulier, comme à l'échelle peut-être comme d'un cours au complet, d'une étape, d'une année scolaire, ultimement d'un niveau. Fait que c'est quasiment toute l'école au complet. Là, je présume qu'en ce moment, le collège est pas nécessairement en mode apprentissage personnalisé mur à mur, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Mais il y a des petites actions qui sont quand même. C'est ça, il y a des petites actions qui sont prises en classe. Laisser les élèves choisir la modalité de présentation, laisser l'élève choisir le sujet qu'il veut présenter. C'est ça. Donc, comme Joanie disait, la quantité d'exercices qu'ils vont faire en fonction de leur compréhension. Fait qu'il y a quand même plusieurs petites actions qui peuvent être mises en place en classe pour personnaliser l'apprentissage. Puis, tu sais, justement, avec ChatGPT, je pense qu'il y a aussi un gros volet de personnalisation qui peut être fait à partir de ça. Là, j'ai juste le mot prompt là, en tête, qui est des requêtes. Là, mais les requêtes qu'on peut passer, on peut lui demander de nous relancer avec des questions. Donc, l'élève peut réviser par lui-même en posant des questions, puis automatiquement, l'intelligence artificielle lui renvoie une question pour approfondir son apprentissage. Donc, il y a aussi tout ce volet-là, je pense, qui peut vraiment personnaliser le parcours du jeune. Puis, Joanie, dans ta posture de conseillère pédagogique, où est-ce que tu te situes comme facilitatrice de, justement, générer ces contextes, on pourrait dire quasiment les plus optimaux, les plus efficaces, dans le fond, d'apprentissage personnalisé en classe avec les élèves? C'est quoi le rôle d'un CP dans une démarche comme ça qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose de bon à aller chercher pour les élèves là, du côté de l'apprentissage personnalisé? Bonne question. Mon Dieu, je pense que ça dépend vraiment des profs qui demandent de l'accompagnement. Je pense qu'il faut aussi que ça vienne d'eux. C'est sûr que nous, on essaie de favoriser au maximum la flexibilité. Tu dirais quoi, toi? Bien, je pense qu'il faut y aller petits morceaux par petits morceaux. On n'a pas besoin de changer sa planification complète pour personnaliser l'apprentissage. Il y a des petites actions qui peuvent être mises, comme on a énuméré tout à l'heure, qui changent pas d'un bout à l'autre la planification d'un enseignant. Puis ça peut être un bon départ. Puis une fois qu'on a instauré ces premières bonnes pratiques-là en classe, bien là, on peut aller comme peut-être vers quelque chose d'un peu plus souple, puis augmenter finalement l'importance de la personnalisation. Oui, puis ça touche tellement de choses. Ça touche aussi l'autonomie de l'élève, ça touche à la métacognition, à se connaître comme apprenant. Si je me connais bien, je vais être capable de faire des meilleurs choix, des choix qui sont plus pertinents pour mes apprentissages, des choix qui sont vraiment encore dans ma zone proximale de développement. Donc, notre rôle, c'est aussi de parler de métacognition. Tout à fait. Puis que l'élève se connaisse en tant qu'apprenant. Est-ce que moi, j'apprends bien le matin? Est-ce que j'apprends bien le soir? Dans quel contexte? Quel type d'exemple? Est-ce qu'il y a des exemples qui pourraient être personnalisés à mes intérêts? On parle de problèmes de mathématiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement générer des problèmes de mathématiques sur le hockey pour un élève versus sur le patin à roulettes pour un autre, là, en fonction de leurs intérêts? Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen de... Puis que l'élève, comme tu disais, en parlant de métacognition, apprenne à reconnaître ce qui fonctionne pour lui en tant qu'apprenant, puis qu'après ça, on utilise ça pour bonifier les apprentissages. Puis ça, il faut laisser de l'espace quand on est prof à cette métacognition-là, puis pas entrer juste dans la matière, puis le programme. Il faut vraiment prendre un temps pour apprendre à se connaître, mais après ça, c'est payant. Mais il faut prendre ce temps-là. C'est payant au niveau de l'engagement des élèves, oui, c'est payant, mais c'est ça, il faut faire preuve d'ouverture puis de flexibilité dans son enseignement. Oui, ça fait 2 fois que tu mentionnes ce mot-clé-là de la flexibilité, puis je pense que ça va de pair, dans le fond, avec cette personnalisation-là. Et il y a aussi la zone proximale de développement qui revient dans ce que vous présentez à ce sujet-là. Puis je trouve ça particulièrement intéressant parce que quand on parlait d'apprendre à apprendre, dans la personnalisation, ça peut justement nous aider quand on est dans la zone proximale de développement de l'élève, de dire comme, OK, on est à la bonne place pour qu'il fasse un pas, pour qu'il fasse... Puis là, puis après, ultimement, comme il a été souligné, de favoriser la motivation, l'engagement. Mais quand on va du côté des enseignants, hein, donc notre personnel enseignant... sa zone proximale de développement dans une personnalisation des apprentissages comme ça, parce qu'on peut voir ça comme une montagne, de dire comme, ouais, mais là, si j'ai 30 quelques élèves dans ma classe, comment je fais pour personnaliser ça pour tout le monde? Comment on fait, peut-être là, dans une posture d'accompagnement comme CP, pour
amener, dans le fond, les enseignants à juste sortir de leur zone de confort et de crainte, on pourrait quasiment dire, puis de voir que non, cette montagne-là, on peut la prendre morceau par morceau. Est-ce que vous avez des exemples de belles histoires qui se sont passées, ou est-ce qu'un prof dans votre milieu a osé, dans le fond, faire un petit quelque chose, puis ça l'a lui-même engagé à aller justement plus loin, puis de percer un petit peu plus de ce côté-là? Oui, ben moi, il y a un enseignant à l'école qui désirait faire un projet avec des organismes. Puis, il enseigne un cours qui s'appelle Monde et Leadership, qui est un cours maison. Donc, on a approché plusieurs organismes du quartier pour qu'ils proposent des projets, mais chaque organisme avait des besoins différents. Puis, lui, son intention, c'était vraiment, en premier, que les élèves découvrent le monde de l'entrepreneuriat social. Lui, c'était ça son intention pédagogique, finalement. Donc, d'entrer en contact avec des organismes, de voir comment les organismes fonctionnent, comment elles sont organisées, puis leur impact dans la société, mais en répondant à un vrai besoin réel de l'organisme. Donc, après ça, on a eu toutes sortes de projets. Il y a des organismes qui ont demandé à ce que les élèves fassent des sites web, il y en a d'autres qui ont demandé à ce qu'ils fassent des montages vidéo. On a eu vraiment toutes sortes de choses, des publicités, des affiches. Donc, puis les élèves s'associaient avec un organisme qu'ils trouvaient intéressant. Donc, il y avait vraiment la latitude de choisir ce qui l'intéressait. Puis, évidemment, ils connaissaient le projet qu'il y aurait à faire. Donc, il y a une gang de gars là, qui sont, nous, dans notre cours Cisco, puis qui font de la programmation. Ils avaient vraiment le goût de faire le site Internet. Ils se sont lancés là-dedans. Donc, l'enseignant lui, son intention, c'était que les élèves découvrent ce qu'est l'entrepreneuriat social, mais la façon dont les élèves ont travaillé a été différente entre chaque équipe, finalement. Puis c'est ça. Donc, le résultat final, ça a été une espèce de grande présentation un peu pitch où chaque élève a été comme présenté le fruit de son travail. Puis, une chose qui me vient en tête, c'est qu'il y a une équipe, l'équipe justement qui a fait le site Internet, qui était vraiment fière du résultat. Ils ont vraiment réussi à monter quelque chose d'incroyable, mais l'organisme ne s'est pas présenté au pitch. Ils sont pas venus. Puis, eux autres, on leur a quand même dit, présentez-le, tous les autres organismes sont là, puis on avait invité la direction. Il y avait toutes sortes, il y avait plein de monde pour assister. Fait qu'ils se sont mis à expliquer leur projet, expliquer leur démarche, expliquer ce qu'ils avaient appris aussi dans le cadre du projet, puis ce qu'ils ont découvert sur l'entrepreneuriat social, tout ça. Puis, ils voulaient montrer le site Internet avant de quoi il avait l'air, parce que c'était vraiment très, très, très basique. Puis, en le projetant, ils se sont rendus compte que l'organisme avait fait affaire avec des professionnels pour refaire leur site. Puis là, ils étaient vraiment déçus. Puis après ça, l'enseignant est allé les voir en leur disant « Vous avez super bien travaillé, vous avez bien appris. Ça ne va pas avoir d'impact sur votre résultat. » Puis les élèves nous ont dit « Ça ne nous dérange pas le résultat. On est vraiment déçus de ne pas avoir réellement pu aider l'organisme. » Puis là, on s'est dit « On a fait quelque chose de bien malgré comme cette grosse déception-là. » Les élèves ont vraiment travaillé pour... ils ont travaillé dans un projet authentique, ils étaient engagés, ils ont appris tellement de choses, ils étaient motivés, ils ont vraiment comme eu un impact. Puis je pense qu'à la base, ça venait du fait qu'ils ont choisi le projet dans lequel ils voulaient travailler, puis c'est ça. Fait puis évidemment, tous les autres équipes aussi là, étaient vraiment enchantées de leur projet, mais l'enseignant a vraiment fait preuve de flexibilité. Il n'y avait aucune idée les projets qui allaient être soumis par les organismes. Il n'y avait aucune idée de ce que les élèves allaient comme accomplir comme travail. Mais au bout du compte, ça a vraiment été enrichissant. Les jeunes étaient motivés, les jeunes étaient engagés, ça travaillait. Ils faisaient des téléphones, ils appelaient les organismes. Ils se sont vraiment comme développés en tant qu'humains aussi dans ce projet-là. Fait que c'est ça, ça a vraiment donné des beaux résultats. Super exemple, effectivement, où est-ce que, clairement, le concept de flexibilité est mis à l'honneur dans ce cas-ci. Puis je vois une belle opportunité avec cette personnalisation-là d'aller jusque piger dans des contextes des situations authentiques dans lesquelles les élèves peuvent travailler des projets. Donc, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans le général, on est vraiment sur le terrain et tout ça. Fait qu'il y a vraiment un pont à faire avec un apprentissage personnalisé vers des situations authentiques. Et ça, je pense que, pour revenir à ce que tu soulevais tantôt, Joanie, engagement, motivation, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très concret et très utile pour générer ça chez nos élèves qui en demandent encore plus tout le temps, là, d'engagement et de motivation. Oui, certainement. Puis ça demande vraiment à l'adulte en classe, là, pour faire un petit clin d'œil à l'actualité qui n'était pas voulu, mais ça demande quand même à l'enseignant de changer sa posture ou de l'adapter, puis d'accepter qu'on est parfois guide, parfois un peu moins en contrôle. Puis
c'est beau de voir que les élèves ont les mains sur le volant. T'sais, on peut pas dire hey, « mes élèves ne savent pas conduire si on leur donne jamais le volant ». Donc voilà, c'est que faut qu'ils le fassent. Faut pas qu'ils nous regardent faire. Faut qu'ils le fassent pour l'apprendre correctement. Mm-hmm. Dans l'exemple que j'ai donné, on aurait beau donner toute la théorie sur ce qu'est l'entrepreneuriat social. Je pense pas qu'ils auraient compris comme à la fin de ce projet-là où ils ont été dans les organismes, ils ont visité, ils ont rencontré les gens, ils ont compris aussi les problématiques, les enjeux monétaires. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans les projets authentiques qui fait que les apprentissages sont plus complets ou plus approfondis, l'engagement. Puis... Oui, puis ils se sont confrontés aussi à des obstacles. Là, fait qu'on parle aussi comme de l'espèce de rapport à l'échec. Oui, aussi. Mais je m'en allais vers c'est ça, le rapport à l'échec, puis d'apprendre de ça, puis de pas c'est ça. Oui. Donc, dans une activité où est-ce que la personnalisation des apprentissages est présente, on a de la résolution de problèmes réels face à quelque chose qui est comme dans lequel on est engagé, fait que ça change vraiment la perspective, puis peut-être qu'on est encore plus motivé à tomber en mode résolution de problème, à accepter de réfléchir à l'échec ou dans le fond aux obstacles qu'on rencontre. Puis d'ailleurs, parlant d'obstacles, il a été mention à quelques reprises de cette perte de contrôle possible. Hein? On vient du côté des enseignants, des enseignantes. Comment on fait pour travailler cet élément-là? Parce qu'évidemment, on sent que dans toutes les nouvelles approches pédagogiques, où est-ce que la personnalisation des apprentissages est à quelque part en filigrane, il y a effectivement un laisser-aller enseignant qu'il faut faire d'un côté sur « c'est pas moi qui contrôle tout, c'est pas tout le monde qui fait la même chose en même temps ». Comment on fait pour accompagner des enseignants à développer cette posture-là s'ils ne l'ont pas bien déjà là, au point de départ? Moi, personnellement, je trouve que de ramener ça à l'intention de base, c'est tout le temps une bonne façon de repartir vraiment là, du niveau 1 puis de se dire pourquoi on enseigne ça, puis qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent. Parce que souvent, les enseignants ont toute une planification dans leur tête avec des cours, puis des évaluations, puis vraiment une espèce de structure qui a été mise en place pour arriver du point A au point B. Mais quand on ramène l'enseignant à la base, à se dire qu'est-ce que tu veux que ton élève apprenne, puis c'est quoi ton intention, on dirait que là, ça laisse un petit peu plus de latitude puis d'ouverture à faire les choses différemment. Moi, je veux que mon élève, au bout du compte, ait appris telle notion, mais est-ce qu'on a besoin de vraiment entrer ça là, dans des cases précises, là, cours 1, cours 2, cours 3, évaluation, cours... Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de passer à travers ce chemin-là de l'apprentissage pour qu'à la fin, quand même, l'élève ait acquis notre intention de base? Fait que je pense que de ramener tout le temps ça, c'est une bonne porte d'entrée, selon moi, pour voir après ça où est l'ouverture, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, puis est-ce qu'il y a des nouvelles façons de faire qu'on pourrait comme intégrer en gardant en tête notre objectif final. Mm-hmm. Je pense que pour avoir le goût de le faire, il faut vivre une réussite comme prof. Ouais. Puis, moi, mon conseil au collège, ça serait peut-être de demander de notre aide, qu'on soit là en classe avec eux, mais aussi d'y aller peut-être avec un groupe avec qui la chimie est vraiment forte. On a des groupes avec qui ça fonctionne vraiment bien. Pourquoi pas essayer de vivre cette expérience-là une première fois avec un groupe avec qui ça va bien, avec qui tu as une confiance qui est établie, avec un autre adulte, comme ça, si jamais on a des inconforts, on peut prendre le relais, se consulter, se réajuster. Fait que moi, ça serait ça un petit peu mon conseil un petit peu plus concret, là, d'être deux, faire du co-teaching, puis d'y aller quand tu es en confiance, quand tu te sens bien, puis vivre cette réussite-là pour te donner envie de le refaire, tu sais. Fait que c'est faire ce pas là, dans la zone proximale de développement là, qui nous permet de sortir un peu de la zone de confort puis de s'en aller vivre un petit défi avec une certaine assurance, dans le fond, qu'on a des bonnes bases pour le faire. Puis j'aime bien cet aspect de chimie avec les élèves, parce que dans le fond, c'est pour eux là, qu'on fait ça. Mais aussi avec les enseignants. Je donne un exemple. Là, on a des casques de réalité virtuelle à l'école, puis tout de suite, il y a des enseignants qui ont eu le goût de l'essayer. Nous, on est allés accompagner beaucoup en classe, entre autres en français. Tu sais, on pense souvent à sciences, à histoire pour aller visiter des lieux historiques, tout ça, mais en français, pour enrichir les textes, il y a une enseignante
que j'ai approchée finalement, qui était vraiment ouverte. Elle s'est dit « Ah oui, moi je trouve que mes textes narratifs manquent tout le temps un petit peu de chair autour de l'os. » Donc, on a vraiment mis les élèves dans des situations de plongée sous-marine où là, il y avait comme des grilles à remplir sur leurs observations, ce qu'ils vivaient, comment ils se sentaient dans un milieu clos, etc. Puis après ça, les élèves en ont parlé, les enseignants en ont parlé, puis ça a fait un peu boule de neige. Puis après ça, finalement, le niveau complet est embarqué, puis tous les enseignants de ce niveau-là ont eu le goût de l'essayer. Puis nous, on était en classe avec eux, on les a accompagnés. Donc, il y a aussi, je pense... un premier enseignant, peut-être, qui casse la glace, puis après ça donne le goût aux autres de l'essayer aussi, là, quand ils voient les bienfaits, puis les résultats de ça. Puis j'ai fait, comme prof, j'ai fait ce projet-là avec les élèves. Ah oui, puis juste une petite parenthèse, justement, parce qu'on parle de personnalisation. On avait travaillé avec ChatGPT, entrer la grille d'écriture là-dedans, puis voir quels conseils vous pouvez donner aux élèves pour faire un travail de réécriture. Fait que c'est un peu expérimental, mais tu sais, quand ça va bien avec des groupes, ils veulent embarquer, ils sont intéressés, c'est chouette. Donc, on y avait fait un prompt, j'ai oublié une requête. Une requête extrêmement précise avec la grille des conseils. Puis donc, pour chaque critère, on avait un conseil, puis les élèves devaient le mettre en application pour faire une réécriture de ce texte-là. Fait que ça faisait des textes super riches, mais aussi vraiment personnalisés, tu sais. Fait que mais c'est intéressant, là, ces exemples-là que vous donnez qui mettent en lumière comment on a des nouvelles opportunités numériques avec, bon, là, il était question de réalité virtuelle dans ce cas-ci, qui clairement permet une expérience très personnalisée. C'est un peu, je pense, l'élément central de l'intérêt de la réalité virtuelle dans une perspective d'apprentissage. Une question d'intelligence artificielle aussi, avec l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, qui peut nous permettre si on l'alimente, de venir vraiment aller loin dans un filon qui est le nôtre, et qui, même si le point de départ était peut-être le même pour tous les élèves, ben, à un moment donné, le chemin va être différent parce qu'on va venir personnaliser, dans le fond, les requêtes. Et puis, donc, ces nouvelles technologies-là peuvent vraiment nous aider à envisager la personnalisation qui est complexe et d'avoir un outil pour la rendre possible, finalement. Tout à fait. Encore en réalité virtuelle, il y a une enseignante d'anglais qui demande à ses élèves de partager, faire une espèce de projet d'agence de voyage sur un pays ou sur une ville plutôt où on parle anglais. Elle les laisse choisir la destination. Les élèves se lancent, mais elle aussi, elle utilise la réalité virtuelle pour aller visiter cette ville-là en vrai. Puis les élèves, suite à leurs observations, vont aller proposer des lieux touristiques, etc. Donc, elle leur permet de, en premier, choisir la ville. Après ça, avec les casques, c'est vraiment eux qui vont explorer sur YouTube 360, puis les différentes plateformes, les lieux intéressants, les lieux touristiques intéressants à présenter. Donc, c'est ça. Tout ça, ça aide à personnaliser sans que le travail de l'enseignant soit comme multiplié par 36, puis que sa charge de travail explose finalement. Oui, c'est ça. La grille d'évaluation reste la même. Tes Exactement. Objectifs d'apprentissage, puis ton intention d'apprentissage, ton intention d'enseignement, c'est la même. Mais en même temps, ce qu'il y a au centre, ça peut varier. T'sais. Oui. Puis les bénéfices sont vraiment... On peut les constater. Là. Les élèves sont engagés, ils sont contents. Vraiment, vraiment intéressant. Ça fait quasiment une boucle, dans le fond, avec le début là, de notre conversation à ce sujet-là. Fait que, en terminant, dans une perspective d'avenir, puis mettons d'un avenir relativement proche, là, quelles opportunités vous voyez là, qui sont un peu dans ce sens-là, de dire comme moi, cette idée-là, me semble qu'il faudrait creuser ça, ou tu sais, comme au collège, il y a des idées là, qui flottent dans l'air, de dire que, ah oui, ça, là, ça serait vraiment intéressant, ça serait vraiment motivant, et on irait vers, justement, une personnalisation des apprentissages pour les élèves, sans tomber dans une surcharge incroyable de travail, là, comme on disait pour les enseignants, mais qu'on y voit vraiment des opportunités gagnant-gagnant pour tout le monde. Y a-t-il des choses auxquelles vous rêvez, auxquelles vous pensez, ou que vous avez entendu qui nous projettent un peu dans un avenir comme, ouais, ça serait vraiment cool? Bien, c'est sûr qu'un assistant enseignant personnalisé, comme généré par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui pourrait être incroyable, que chaque élève ait son petit assistant qu'il connaît sur le bout des doigts, puis après ça, on verra les enjeux éthiques de tout ça, là, puis de collecter les informations à propos des élèves, mais d'avoir vraiment un petit assistant qui connaît sur le bout des doigts son apprenant,
avec tout ce qui fonctionne pour lui, puis tous ses intérêts, puis qui est capable de proposer des exercices personnalisés, on parlait tantôt en mathématiques ou en français, ou en fonction de son niveau, bien là, c'est sûr que, en tout cas, c'est sûr qu'on optimise les apprentissages, puis la motivation, puis tout ce qui vient avec, sans surcharger l'enseignant, tu sais. Mais là, après ça, évidemment, il y a tout le revers de tout ce qui est éthique derrière tout ça, puis de qui contrôle, puis on verra, là, mais je pense que, tu sais, dans un horizon 2025, on s'en va là, c'est comme indéniable, selon moi. Des opportunités intéressantes. Tu penses à d'autres choses, Joanie? Moi, c'est sûr que je pense à la charge de travail des enseignants, puis je pense à mes profs de français, à mes profs de langue qui corrigent vraiment beaucoup. Ben, tous les profs corrigent, là, mais en français, là, des textes de 500, 600 mots, c'est vraiment intense. C'est sûr que j'aimerais ça utiliser éventuellement la technologie, mais après ça, le côté éthique, là, on s'est travaillé. Absolument. C'est sûr, là, on rêve. Mais ouais, que peut-être que le prof puisse passer moins de temps à corriger puis plus de temps à travailler sa relation avec l'élève, parler de planification, l'accompagner dans ses apprentissages personnalisés. Fait que ouais, ça serait un peu mon rêve, là. Si j'avais une baguette magique, je pense que c'est ce que je ferais, c'est ce que je voudrais offrir à mes profs, là. Puis on parle d'apprentissage, mais il y a aussi comme tout l'aspect rétroaction dont on ne peut parler, mais tu sais, la rétroaction personnalisée, avec, tu sais, optimiser, personnaliser, tu sais, vraiment que l'élève soit tout le temps en situation d'apprentissage, mais qu'on arrête de se baser justement sur des examens puis sur des notes, mais que la rétroaction soit comme tout au long de son apprentissage, parsemé ici et là. Je pense qu'il y a comme quelque chose de vraiment incroyable aussi à ce niveau-là qui fait rêver, mais c'est ça. Absolument. Je rêve avec vous, Joanie et Cassandra. Merci beaucoup de cette discussion qui nous projette dans l'avenir, mais dans un avenir probablement proche, où est-ce que la personnalisation des apprentissages sera encore plus facile. Fait que merci beaucoup. Merci. Ça nous fait plaisir. Leadership partagé est une série balado présentée par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. Nous vous invitons à découvrir également la série balado Mon DP continue, qui aborde toutes sortes de sujets qui gravitent autour du développement professionnel des personnes enseignantes et de tout le personnel scolaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Merci de vous abonner à cette chaîne via votre application balado préférée afin d'ajouter les autres épisodes dans votre liste de lecture et encore mieux, de les partager dans votre réseau.